La Nouvelle-Orléans souffre d'une violence chronique. Un homme sur 86 est en prison. Dans la plupart des cas, il est noir. Pourtant, la ville, ancienne colonie française, attire des touristes du monde entier. Ici, la musique et surtout le jazz sont rois. Dans les ruelles de la vieille ville, l'alcool coule à flot, on s'enivre, on s'encanaille. Située en partie au-dessous du niveau de la mer, la ville s'alanguit dans l'immense bayou et les méandres paresseux du Mississippi, le plus grand fleuve des États-Unis. Ici, la justice et la police sont sans pitié. À la Nouvelle-Orléans, les armes parlent souvent plus vite que les hommes. Je vais suivre les policiers de Plaque Mines dans la banlieue sud de la ville, où une opération de routine peut vite tourner à la fusillade. J'irai dans un gun show, où n'importe qui peut acheter de quoi tuer son voisin. Donc ça, c'est le pistolet d'Elvis Presley, avec une crosse en nacre. Je découvrirai une police débordée par l'ampleur de sa tâche, une police redoutée pour son penchant à faire feu, sans sommation. Dans la nuit de la Nouvelle-Orléans, je sillonnerai les ruelles du quartier français. J'y rencontrerai Sidney Torres, un millionnaire qui a créé sa propre police. Yes, on est en sécurité. Oui, et c'est grâce à lui. Avec Zach Carpenter, un avocat commis d'office, je plongerai dans la machine à mettre en prison. Ici, on donne les peines les plus lourdes de tous les États-Unis. C'est injuste, mais c'est comme ça. J'entrerai dans les prisons de la ville, l'ancienne, qui sent l'urine, et la nouvelle, trop propre. Je suivrai les peacekeepers, ces militants noirs qui se battent pour le respect de leurs droits. Les pouvoirs en place, je veux dire le pouvoir blanc, n'acceptera jamais d'accorder l'égalité à ces anciens esclaves. Jamais. Notre Père, nous sommes venus aujourd'hui au nom de Jésus pour que tu bénisses notre communauté. Plongé dans une ville où la violence des hommes n'a rien à envier à celle des éléments. Quand les digues ont cédé, c'est la société entière qui a cédé. Moi, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. On aurait dit The Walking Dead, la police patrouillait pour tuer ceux qui ressemblaient à des zombies. Je me suis penché pour attraper le panier et j'ai entendu « Dégagez !» Bienvenue à la Nouvelle-Orléans, avec en poche un passeport pour le crime. La Nouvelle-Orléans est la capitale culturelle de la Louisiane. Ça n'est pas une ville immense. 380 000 habitants. Taux d'homicide, 40 fois supérieur à Paris. Dès qu'on va commencer, notre corps va s'échauffer. Ensuite, on va rester en tension pour toute la durée de la séance. Je ne suis pas dans un camp militaire, mais simplement dans un stand d'entraînement de la police. Ici, on n'est pas vraiment dans la prévention, la dissuasion, mais dans l'efficacité. Quand on a tiré ici, l'affaire est terminée. C'est réglé. Là, s'il y a eu 2 impacts dans la poitrine, parfois il n'y a pas d'effet et les gens peuvent continuer à se battre. Donc, tu tires là 2 fois. Si jamais ça ne marche pas, parce que des fois le gars est camé ou il a un gilet pare-balles, alors tu tires dans la tête et là, c'est fini. Jamais dans les jambes d'abord. Non, jamais les jambes, jamais. Nous, on tire ici. Pour se tenir en forme, on ne lésine pas sur les séances de tir qui ont lieu 1 semaine sur 2. Stand by. Et on ne lésine pas à la dépense côté cartouche. Plus de 1000 tirés à chaque séance. Un exercice qui fait appel à l'instinct, au réflexe, plus qu'aux ressources cérébrales. Avec la pratique, dès que quelque chose va se présenter en face de toi, c'est ton système réflexe qui va te placer tout de suite en mode combat. On appelle ça la mémoire musculaire. C'est automatique.
Oui, c'est comme il dit, c'est de la mémoire musculaire. En situation d'urgence, ton corps va réagir avant ton cerveau. Au cas où les choses tourneraient mal, l'équipe dispose d'un véhicule blindé, moitié Mad Max, moitié Robocop. Ce monstre résiste même aux attaques chimiques. On ne sait jamais. Ça s'appelle un Bearcat. C'est un véhicule armé de secours. Mais vous utilisez ce véhicule à quelle occasion? Si quelqu'un est touché par balle, en particulier par un sniper, on peut venir se placer entre le tireur et le blessé. Comme ça, on élimine la menace. On peut tirer depuis le véhicule. Ah, on peut tirer depuis l'intérieur. On doit se sentir invincible là-dedans, non? Oui, on est invulnérable. Complètement invulnérable. On peut nous tirer dessus avec une mitrailleuse de gros calibre et nous, on leur fait coucou. Coût de ce joujou sophistiqué, presque 1 demi-million d'euros. Un cadeau du Homeland Security Department, l'organisme qui, depuis le 11 septembre 2001, fédère les services de sécurité à travers le pays. Les gens pensent qu'on est là pour leur confisquer leurs armes, mais ils se trompent. Nous, on aime les armes, on est tous membres de la NRA. Mais c'est vrai que ce véhicule, il est très dissuasif, et ça calme tout de suite le jeu. À la Nouvelle-Orléans, si la police déploie tant de moyens pour assurer la sécurité, elle n'est pas forcément parano. Ici, la moindre patrouille de routine peut virer au drame. Et d'ailleurs, les officiers ne sortent jamais sans leur gilet pare-balles. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Maintenant, on va s'équiper et on va aller à plusieurs adresses parce qu'on a des mandats d'amener. On va aller chercher ces gens pour les ramener avec nous. C'est bon? C'est bon. C'est ça votre routine? C'est ça. Richard et son collègue Brad ont cet après-midi une mission a priori de routine. Ils doivent signifier à un homme sa convocation devant le juge pour une simple affaire d'alcool au volant. Là, on va voir un gars qui ne s'est pas présenté devant le juge. On ne sait pas de quoi il est accusé, on sait juste qu'il ne s'est pas présenté. Le quartier a l'air paisible. On est au milieu de l'après-midi. Pourtant, Richard se place instinctivement en couverture de son collègue. Bonjour monsieur, bureau du shérif. C'est vous, Mark Tooth? Oui, c'est moi. Vous pouvez sortir? Pourquoi? Sortez. Ah bah non, je sors pas pour me faire arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, ouvrez la porte. On a un mandat d'amener. Mais pourquoi? Laissez-moi m'habiller. Vous n'avez pas répondu à une convocation. Mais je l'ai jamais reçu. J'ai rien reçu. Vous ne vous êtes pas présenté devant le juge. Laissez-moi prendre une douche, vite fait. Mark, ouvrez cette porte. Mais pour une raison inconnue, l'homme refuse d'ouvrir. Je te promets, mon frère, je veux juste prendre une douche. Mark, ouvrez cette porte. 613 stars a unit. La tension monte d'un coup. Le désormais forcené est peut-être armé. Les renforts déboulent de toute la ville. Mais l'homme reste barricadé tandis qu'on nous fait mettre à l'abri de l'autre côté de la rue. Mark, open the door! De longues minutes s'écoulent pendant lesquelles les policiers tentent de rétablir le contact avec l'homme retranché derrière ces murs. Mais rien à faire. Le shérif Lonnie Greco arrive sur les lieux. Il partage l'inquiétude générale. C'est un solitaire. Et avec ce genre de profil, on ne sait jamais comment il peut réagir.
Coup de chance, le shérif pense connaître le beau-père du forcené. Il appelle sa secrétaire. Si je ne me trompe pas, la fille de Monsieur Dutch habite dans cette maison. Pouvez-vous demander à ce monsieur de me rappeler? Je veux savoir si sa fille est dans la maison et surtout s'il est armé. OK, bud. Thank you, man. Si l'homme est armé, les policiers n'hésiteront pas à utiliser les grands moyens. Quelques minutes plus tard, le beau-père du forcené rappelle. Ah, bonjour monsieur, c'est bien votre fille qui est mariée avec Mark Tooth. Vous savez s'il a des armes dans la maison? Est-ce que vous pourriez l'appeler et lui demander de venir me rejoindre à la porte d'entrée? La maison est encerclée. La police est prête à donner l'assaut. Mais finalement, la situation se débloque quand le beau-père arrive sur les lieux. Fais pas le con, Marc! Ton beau-père est là! Lève les bras! L'intervention se termine sans un coup de feu. Il n'est pas rare que des policiers soient tués au cours d'opérations de ce type. Du coup, les agents sont à cran, ils ont la gâchette facile. Allez-y doucement, doucement. Je voulais juste prendre une douche. Tout ça parce que j'ai conduit bourré. T'aurais pas dû t'enfermer dans ta maison. C'est là que ça a mal tourné. Mais je suis jamais sorti, moi. Oui, mais quand tu as claqué la porte, tout a empiré. Regarde, ton beau-père est là. Ouais, j'ai compris. D'accord, mais je suis sorti, non? Oui, mais j'ai dû appeler ton beau-père pour ça. Oui, monsieur. Calme-toi, d'accord? Écoute le shérif. Écoute-le. Il essaie de t'aider. J'ai rien fait de mal. Je sais que t'as rien fait de mal. Je voulais juste prendre une douche, c'est nul. Je savais bien qu'il venait pour m'arrêter. Normalement, un refus d'obtempérer devrait sérieusement aggraver la situation de ce monsieur. Mais dans ce coin de la ville, tout le monde se connaît plus ou moins, et le shérif Greco est de bonne composition. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il va se retrouver derrière les barreaux pour quelque temps. Et moi, je vais aller avec son beau-père pour voir son avocat. Est-ce que vous allez utiliser le fait qu'il n'a pas ouvert la porte comme une circonstance aggravante? Non. De toute façon, ça se comprend. Les gens ne sont jamais partants pour se faire arrêter. Je suis juste content d'avoir évité un bain de sang. Thank you. Goodbye. Take care. Goodbye. Merci. Classée depuis quelques années parmi les villes les plus dangereuses du monde, juste derrière Bogota et devant Bagdad ou Kaboul, la Nouvelle-Orléans nourrit toutes les paranos. Pour s'en convaincre, il suffit de lever le nez dans la rue. Partout, l'œil de centaines de caméras qui quadrillent la ville. Un programme imaginé en 2003 par le maire précédent qui se posait en pourfendeur du crime et qui végète aujourd'hui en prison pour 10 ans car le justicier était un voyou en col blanc. Il a touché des pots de vin sur de nombreux contrats d'équipement et de reconstruction après Katrina. Sur les 1000 caméras commandées par la ville, seules 250 ont été installées. Plus de la moitié n'ont jamais fonctionné. Alors ce sont des citoyens qui ont repris l'affaire en main en créant le projet NOLA. Une association citoyenne fondée par Brian Lagarde, criminologue et ancien flic. Il a eu l'idée de mettre en réseau les caméras des particuliers pour assurer la surveillance de la ville. NOLA analyse en permanence des heures d'images qu'elle met à la disposition de la police. Brian installe aussi des caméras pour un prix dérisoire. Aujourd'hui, 1600 caméras privées scrutent la Nouvelle-Orléans.
Si vous avez déjà une caméra, on peut mettre le signal en réseau. Si vous n'avez pas de caméra, on peut vous équiper. Et en général, les gens mettent les caméras à quel endroit? Devant leur maison, devant leur commerce, et ça nous permet de tout voir. Donc la première personne que ça protège, c'est celui qui héberge la caméra. Et vu que c'est de la HD, on peut voir loin. Quand il y a une caméra dans un endroit où se déroule un crime, on peut donner l'information en temps réel à la police. Brian s'interrompt. Sur l'une des fréquences radio de la police, auquel il est relié, une voix tremblante attire son attention. Apparemment, un policier est en difficulté. C'est la police? Oui. Vous avez la radio de la police? Oui. Là, il a l'air un peu en détresse. Excusez-moi. J'ai besoin de 2 minutes. Je vais voir si on a besoin de moi. Brian s'absente un instant, le temps de basculer sur l'un des écrans, la caméra la plus proche du lieu d'où provenait l'alerte. Un officier essayait de faire une interpellation. Et là, on le voit en live. On a ce qui se passe. J'ai juste entendu l'officier paniquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, il était en train de pourchasser un délinquant et il a eu des soucis. Mais quelle est votre idée de départ quand vous décidez de créer le projet Nola? C'est ma façon de contribuer. On savait qu'en faisant ça, on allait faire baisser le nombre de crimes. Grâce à ce système, c'est plus facile d'identifier les auteurs. Au bureau du procureur, ils adorent notre travail, car les gens ne peuvent plus dire « c'est pas moi ». Et du coup, ils vont plaider coupable. Un maillage qui n'évite pas le crime, mais qui complique un peu la vie des voyous a posteriori. Toutes ces photos racontent une histoire. Tout ça, ce sont des enquêtes pour lesquelles on est intervenu. Ça, c'est après qu'ils aient sauvagement agressé une vieille dame pour lui voler son sac. Et quand c'est passé au tribunal, celui-là, il a fallu qu'il explique pourquoi il riait. Non seulement il avait laissé sa victime dans une mare de sang, mais en plus il rigolait. Il y prenait du plaisir. Des fois, on prouve que le crime n'a pas eu lieu. Il y a des gens qui prétendent avoir été détroussés, mais c'est juste pour cacher à leurs femmes qu'ils ont dépensé l'argent pour acheter de la drogue. Alors ils racontent qu'on les a volés. Et des fois, les caméras sont utiles pour innocenter les gens. On dirait une ambiance à la George Orwell. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous ne sommes pas la police et n'importe quel citoyen peut participer. En fait, on est juste le plus grand réseau de surveillance citoyen au monde. Imaginons qu'un détective vienne vous demander des informations pour un client qui a des soupçons sur la fidélité de sa femme. Vous ferez quoi? Je lui dirai, navré pour vous, mais on ne peut pas vous aider. On donne seulement nos images à la police, ou alors pour les urgences médicales. Toujours bien placée dans le Guinness des records, la Nouvelle-Orléans arrive en 2e position pour le taux d'homicide par arme à feu, juste derrière le Honduras. Un statut peu enviable que Robert Skinner, auteur de polar et vieux connaisseur de la ville, explique assez facilement. Oui, ici on trouve facilement des armes. Parce que tout le monde pense qu'un homme doit être capable de défendre sa maison, les armes à la main. Et surtout, dans le Sud, il y a beaucoup de gens qui encouragent le port d'armes. Ils obtiennent même des licences de façon illégale. Et ils ont leurs armes dans la voiture? Oui. Sur eux, des fois? Oui. Ce n'est pas un hasard s'il y a tant de violence ici. Quand il y a autant d'armes, ça finit toujours par arriver. Nous allons ensemble à un gun show, un salon des armes à feu. Dans cette région des États-Unis, c'est aussi banal qu'un salon de l'électroménager. Alors ici, on peut acheter une arme.
Absolument. C'est une des plus grandes controverses du moment. Parce que dans ce genre d'endroit, on peut acheter des armes trop facilement. Comme c'est étrange, on peut venir avec des armes, il ne faut pas qu'elles soient chargées et laisser les munitions dans la voiture. On en trouve pour tous les âges, pour tous les goûts. On vient en couple pour choisir l'arme de madame. On vient aussi en famille, aussi décontracté que si on visitait Disney. Arme de poing, arme de guerre, n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Et ce sont ces armes qui feront les faits divers de demain. Ça, c'est un fusil avec un chargeur haute capacité. 9 mm 6 hours. C'est la première fois que je vois autant d'armes. Et c'est parfaitement légal. Et si je veux acheter une arme ici, il me faut une pièce d'identité, c'est tout. Oui, et il vérifie juste que vous n'avez pas de casier. Ah, ok. Vous devez habiter la Louisiane pour acheter une arme chez nous. Ah bon, d'accord, il faut que je sois résident. Un étranger ne peut pas acheter d'armes. C'est pas cher. C'est moins cher qu'au marché noir en France, je crois. Il suffit de 200 ou 300 € pour acheter une arme de poing de qualité. Mais parfois, les consommateurs sont prêts à débourser beaucoup plus pour des armes lourdes dont on se demande bien à quoi elles vont servir. Il est cher celui-là? Oui, neuf, ça vaut environ 1300 $. Moi, j'y ai ajouté des accessoires. Maintenant, il doit valoir 1400 ou 1500 $. Le tatouage correspondant, mon flingue favori. Dans le sud des États-Unis, la passion populaire pour les armes ne connaît pas de limite. Elle touche tous les milieux. Donc ça, c'est le pistolet d'Elvis Presley avec une crosse en nacre. Ce qu'il faut savoir sur les États-Unis, c'est qu'ici on a une image très romantique du héros populaire qui porte une arme. Je ne pense pas qu'il y a ça dans les autres pays. La Nouvelle-Orléans est depuis longtemps une source d'inspiration pour les auteurs de polars ou de séries policières. La ville a toujours été violente ou c'est récent? Non, il y a toujours eu un certain niveau de violence ici. Les gens qui travaillaient sur la rivière, c'était de vrais durs. Il y avait aussi de jeunes créoles qui imitaient leurs semblables français et qui s'offensaient pour rien et vous provoquaient en duel à l'épée. Comment voit-on la Nouvelle-Orléans dans le reste du pays? Les gens pensent que c'est un endroit sauvage. Et la Nouvelle-Orléans aime cette image un peu sulfureuse d'elle-même. C'est comme une image de marque. C'est ce qui fait de la ville ce qu'elle est. C'est intéressant, évidemment, pour un écrivain. Absolument. Les autorités préféreraient en finir avec ce statut de ville la plus dangereuse des États-Unis. Au début des années 2000, la violence avait commencé à baisser. Mais en 2005, avec la tempête Katrina, la criminalité est repartie à la hausse, alors que faute d'argent public, les effectifs de la police étaient réduits d'un tiers. 10 ans plus tard, la police est toujours à la peine. Au cours du premier semestre 2015, on a comptabilisé 92 meurtres, plus 30% par rapport à 2014. Comme tous les mercredis, voici le Comstat,
une conférence de la police ouverte au public, durant laquelle les chefs de secteur égrènent leurs statistiques devant leur chef. L'année dernière, à la même époque, on avait déjà 5 meurtres en une semaine. Et là, on est à 0. Il y a un progrès. On a 8 vols de voitures, dont une voiture de livreur de pizza. Bon, ok les gars, on fait un break quelques minutes et on terminera après. Oui, bonjour, je suis Christophe de la télévision française. Finalement, la violence augmente ou elle diminue? En ce moment, elle diminue. Les chiffres ont baissé. Mais pourquoi cette ville est-elle la pire des États-Unis? La pire pourquoi? Pour la sécurité. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est une idée de journaliste. C'est une perception que vous avez et c'est une idée que vous aimez répandre. Mais on n'est pas différent de n'importe quelle autre grande ville. Quand vous voyez des villes de notre taille, il n'y a pas de différence. Allez à Bâton Rouge ou n'importe où ailleurs, vous verrez la même criminalité. Il n'y a pas une violence particulière à la Nouvelle-Orléans? Différente d'autres villes? Non, absolument pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Et si la police tentait de minimiser les faits? La Nouvelle-Orléans vit en grande partie du tourisme. Et une mauvaise réputation, ça n'est jamais bon pour le commerce. Quartier français, 22h. Carrefour d'Orléans Street et de Bourbon Street, le cœur de la fête. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. S'il vous a donné le libre arbitre, ce n'est pas pour piloter votre vie comme si on appuyait sur les boutons d'une application. Si vous faites le mal, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. Ils sont extraordinaires, ces Américains. Trouver Dieu à cet endroit, ils sont extraordinaires. En vérité, on est très loin de Dieu. Les filles sont dénudées, les gens déguisés, la musique déborde, l'alcool est partout. Ici, c'est la fête 365 jours par an, et surtout pour Halloween. On vient dans les rues de la vieille ville pour s'enivrer d'images, de sons et de sensualité canaille. Le French Quarter, c'est le poumon culturel et économique de la Nouvelle-Orléans. Dans ce mouchoir de poche d'un peu plus d'1 km², les touristes génèrent près de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Il y a à peine 3 ans, les voyous s'en donnaient à cœur joie. Ils braquaient les fêtards, dévalisaient les boutiques, les appartements, et la police arrivait toujours trop tard. Jusqu'à ce que le quartier trouve son sauveur, en 2012, en la personne de Sidney Torres, un riche entrepreneur local. Ce soir, pour la première fois, Torres a été bombardé, roi de la parade. Salut, comment ça va? Content de vous connaître. C'était comment? C'était très bien. Ça vous a plu? Qui vous a élu roi? C'est la ville. Depuis Katrina, Torres est connu comme le loup blanc. Il a bâti sa fortune dans le nettoyage de la ville après l'ouragan. C'était en 2005. 6 ans plus tard, le jeune millionnaire est victime d'un cambriolage. Il dénonce publiquement le manque de moyens de la police. Pour se débarrasser des petites frappes qui polluent son quartier, il crée une task force, une brigade d'intervention privée. Il investit dans une application pour smartphone, achète 3 voiturettes et embauche des policiers en dehors de leurs heures de service. L'objectif est simple, démontrer que grâce aux nouvelles technologies et avec un peu de bonne volonté, on peut réagir très vite. La French Task Force du quartier français vous avertit des crimes en temps réel. L'application est un outil simple de prévention du crime, c'est anonyme et facile à utiliser. Si vous êtes témoin d'une activité suspecte, connectez-vous, identifiez la rue, décrivez la situation et prenez une photo. 3 ans plus tard, le succès de sa task force a ridiculisé le maire et fait de Sidney Torres un héros. Et attends, comment tu t'appelles? C'est toi le gars qui... Ouais, j'ai lu un article sur toi. C'est toi qui as monté cette police privée dans le quartier français? Oh oui, moi aussi j'ai lu un article. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. On se sent bien ici maintenant. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que maintenant, il y a de la sécurité. Complètement. Et c'est grâce à ce gars-là.
Vous êtes tous géniaux. Vous êtes une sorte de vedette ici. Oui, ils se sentent en sécurité ce soir. On est en sécurité. Oui, et c'est grâce à lui. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup, monsieur. Bonne nuit. C'est incroyable. Là, il y a un crime qui vient de se produire. Vous voyez, c'est indiqué nouveau crime. Des gens qui sont un peu agressifs. Et quand tu cliques, on voit l'image. Il y a un trouble à l'ordre public. Donc quelqu'un l'a signalé et ils ont mis la photo. Et là, la patrouille peut se transporter sur les lieux. Et vous savez où sont les voiturettes? Oui, elles sont juste là. Il y a une voiturette en route. C'est l'unité 102. J'ai le nom de l'officier et il me dit son positionnement exact. À ce jour, 9800 personnes ont téléchargé l'application. Dans les rues du quartier français, les agressions et les vols à main armée ont chuté de 30%. Mais les voiturettes de Sydney ne sortent pas du French Quarter. Ailleurs, les effectifs de la police sont partout en baisse et le crime partout en hausse. La Nouvelle-Orléans compte moins d'habitants que Toulouse, mais on y tue chaque année 2 fois plus que dans toute la région parisienne. Dans le sud de la ville, la banlieue, c'est le Bayou. Et le Bayou, c'est le delta du Mississippi, un paradis pour alligators et pêcheurs de crevettes. Le cadre est bucolique, mais attention, ici aussi, le crime est en embuscade et la police veille. La commune de Plaquemines est la plus vaste banlieue de la Nouvelle-Orléans. C'est ici que le Mississippi se transforme en bayou, un labyrinthe de terre et d'eau. Plaquemines, c'est le territoire du shérif Lonnie Greco. Vous vous souvenez, l'homme qui raisonne les forcenés? Il est en pleine campagne pour sa réélection. Aux États-Unis, le chef de la police est élu. Il est jugé pour ses résultats. Et justement, le shérif Greco est fier de son coup de filet. Il vient d'arrêter une 50aine de personnes en possession de drogue. Alors il a convoqué la presse pour une conférence qui ressemble furieusement à une opération de séduction. Bonjour messieurs, dames. Comme vous devez le savoir, c'est ma 4e saisie depuis que je suis en fonction. J'ai accumulé plus de 1200 arrestations liées à la drogue. Les 3 dernières opérations étaient Opération Unie, Opération Citrouille pourrie, Opération Répression et celle-ci, Opération Qui est le prochain. Et effectivement, on ne sait jamais qui va être le prochain. C'est sans doute notre plus grande opération d'infiltration. Nous avons arrêté 54 délinquants et saisi 227 grammes de marijuana, 28 grammes de marijuana synthétique et 15 grammes d'héroïne. Rapporté au nombre de personnes arrêtées, les quantités de drogue sont ridicules. Ces saisies relèvent plus de la consommation personnelle que du trafic. Quand on regarde de près les quantités de drogue saisies, ça n'a rien d'impressionnant. Alors, expliquez-nous pourquoi ces arrestations sont aussi importantes. Je ne sais pas exactement ce que ça représente en dollars. Mais même si les quantités sont petites, ça reste illégal. Personne ne peut dire avec qui ces gens ont été en contact et qui ils pourraient entraîner dans leur vie. Ça pourrait être des enfants, par exemple. Sur cette terre ultra-conservatrice, le shérif joue sur du velours. Il en rajoute même. Partout dans notre pays, la drogue est le fléau numéro 1. Si quelqu'un voulait envahir les États-Unis, il lui suffirait d'inonder le pays avec de la drogue. Et il n'aurait pas besoin de tirer un seul coup de feu. Alors quand vous arrêtez les gens et que vous les enfermez loin de leurs proches, là vous obtenez des résultats. Quand ils voient leur famille au parloir, là ils se disent « je ne le ferai plus jamais ». Pour assurer sa réélection, le shérif fait donc du chiffre, ce qui ne l'a pas empêché de perdre les élections.
Au palais de justice de la Nouvelle-Orléans, on ne chôme pas. La loi en Louisiane est l'une des plus dures du pays. On veille à ce que les prisons soient bien remplies. Car pour chaque détenu, l'État fédéral verse 25 $ par jour. Résultat, à la Nouvelle-Orléans, un adulte sur 86 est derrière les barreaux. C'est le double de la moyenne nationale. Le business des prisons fait vivre beaucoup de monde. Même des compagnies privées qui se sont spécialisées dans le prêt d'argent pour sortir de prison sous caution. Who is the first person you call when you get in trouble? Jesus Christ, Bail Bonds. Jesus Christ, Bail Bonds. If you're locked up and afraid, bail out, bail out, bail out, bail out, bail out, bail out. Let God release you on a payment plan by calling me. I was chilling in my house, just watching my TV when I heard a knock on the door. I thought, who could that be? Surprised I found the police with a warrant for my arrest. Man, I was just trying to get some rest. Next thing I knew, I was in the county jail. And it never fails the fact that bad boys lose bail. Man, I ain't going out like that. I'ma call for bail bonds cause they got my back. They got me out in no time, now I'm back on track. Free bail bonds, they looking out for me. Zach Carpenter est un avocat commis d'office. Lui et sa collègue sont payés par l'État pour assurer la défense des 85% d'inculpés qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Zach est new-yorkais. Il s'est installé dans le sud pour y accomplir ce qu'il considère comme une mission. Les injustices sont tellement grandes ici, en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Ici, on donne les peines les plus lourdes de tous les États-Unis. C'est injuste, mais c'est comme ça. Alors nous, les avocats, nous venons jusqu'ici pour lutter contre cette injustice. C'est un challenge. Zach nous conduit à Saint-Roch, un quartier noir, l'un des plus pauvres de la ville. C'est ici que 2 de ses clients ont été arrêtés. Selon la police, ils dissimulaient de la drogue. Zach et son enquêtrice reviennent sur les lieux de leur arrestation à la recherche du moindre élément qui pourrait les innocenter. Il faut baisser la caméra. D'après le procès-verbal, ça s'est passé derrière cette maison. Les 2 clients de Zach se seraient faufilés par ce passage étroit pour échapper aux policiers. Ils auraient été rattrapés au fond de cette cour. En fait, on dirait qu'en passant par ici, on se retrouve dans l'autre bloc de maison. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? On essaie de visualiser ce qu'ont déclaré les policiers. Ils disent qu'ils les ont poursuivis jusqu'ici et que c'est là qu'ils auraient trouvé de la drogue, quelque part dans un de ces jardins. Dans une ville où les forces de l'ordre ont l'obsession du chiffre, il ne faut pas toujours prendre la version des policiers pour argent comptant. Vous pensez que les policiers auraient pu placer la drogue eux-mêmes? Je crois que tout est possible. Par exemple, on peut aussi imaginer que les habitants du quartier ont planqué de la drogue à cet endroit-là et que les policiers qui poursuivaient mes clients l'ont trouvé en fouillant le coin. Peut-être qu'ils ont décidé de leur faire porter le chapeau. Moi, je crois que c'est ça. Les policiers sont tentés de faire ce genre de choses parce qu'on les récompense quand ils ont du chiffre. À l'inverse, s'ils rentrent bredouilles, ils sont mal notés. Ils ont clairement des intérêts qui faussent la justice. Donc nous, on est là pour poser des questions qui fâchent. À la Nouvelle-Orléans, la réputation de la police est aussi sulfureuse que celle de la ville. Incompétence, corruption, malhonnêteté en tout genre. On a un officier de police qui a été arrêté, qui a dû démissionner de la police et qui vient de plaider coupable. Ce type a fait disparaître des preuves dans une affaire de meurtre d'un policier. C'est pas la première affaire, manifestement, qui implique des policiers de la Nouvelle-Orléans. Et celle-là, elle est chocolat.
Voici le bureau des avocats commis d'office à Mid-City, au cœur de la ville. Le quartier est entièrement dévoué à la justice. Palais de justice, prison, quartier général de la police, le tout dans un mouchoir de poche, c'est pratique. Dans ces locaux, ils sont une cinquantaine d'avocats spécialisés dans la défense des démunis. Et c'est à certains détails qu'on saisit la complexité de leur mission. Et pourquoi y a-t-il tant de vêtements ici? Ces vêtements, c'est pour ceux de nos clients qui sont trop pauvres pour avoir de quoi s'habiller le jour du procès. Comme ça, ils n'ont pas honte de ressembler à des indigents devant tout le monde. C'est ici, à la prison d'Orléans Parish, que Zach se rend régulièrement pour rencontrer ses clients. En moyenne, il jongle en parallèle avec 80 dossiers. Chaque jour, il défend 5 à 7 cas devant le tribunal. Pour la seule année 2014, Zach et ses collègues ont défendu 21 377 accusés, des Noirs à 85%. Notre système est conçu pour cibler les quartiers pauvres, essentiellement habités par des Afro-Américains. Et comme notre loi est très sévère avec les récidivistes, si vous êtes arrêté une fois, la police prend vos coordonnées, vos empreintes, vous êtes fiché et après, on ne vous lâche plus. La police squatte votre quartier. Vous pouvez enfreindre la loi dans bien des quartiers de la Nouvelle-Orléans. Vous ne risquez pratiquement rien car la police n'est pas là. Elle n'est que dans les quartiers pauvres où vivent les Noirs. Il n'y a que 3 parloirs avocats dans les murs de la prison. Comment ça va, John? Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Est-ce que c'est un bon avocat? Même s'il est gratuit. Oui, il est bien, il est bien. Comment ça va? Je vais bien, ça va. Bon, faut s'arrêter là. C'est bon? Ça suffit. Pour préparer la défense de son nouveau client, Zach n'aura que 10 minutes. Sa plaidoirie sera encore plus courte. En moyenne, les juges accordent aux avocats 7 minutes par dossier. Étrange justice où la défense est chronométrée, où les avocats commis d'office doivent faire appel à des dons sur Internet pour continuer à exercer leur métier. Il est temps pour moi de plonger dans les prisons les plus sombres de la ville. Des militants vont me raconter qu'ici, mieux vaut encore avoir la peau blanche. Quand on est noir, on peut mourir sous les balles de la police, sans raison. Enfin, je croiserai les fantômes du Ku Klux Klan, qui ne sont jamais loin. Ses vêtements se sont enflammés et la seule partie de son corps qui n'a pas brûlé, c'est la plante de ses pieds. Avant d'entrer tout à l'heure dans la nouvelle prison, flambant neuve, j'ai droit à une visite de l'ancienne prison, qui a fonctionné jusqu'à l'été 2015. Des prisons pourries, j'en ai vu beaucoup. Celle-là dépasse l'entendement. Cette prison a été construite dans les années 20. Le bâtiment a dû être occupé pour la première fois en 1925. Là, c'est la tour de guet. En compagnie de Philippe Stelly, le chargé de communication du shérif, j'entre dans ce qui est désormais un bâtiment administratif. Vous rentrez dans une vraie prison. Merci de nous prévenir. Ici, c'était les salles de jour. C'est là qu'ils passaient toute leur journée, tous ensemble. Oui, oui. Il n'y a pas de lumière, on voit rien. Oui, c'est assez moche. T'as vu les toilettes? Le mec qui pissait devant tout le monde. Can you imagine the smell? Vous imaginez l'odeur? Oui. Surtout l'été, quand il faisait très chaud, tout le bâtiment suintait. Yes. Ils étaient logés ici.
C'était plutôt sûr. Donc il dormait ici et il passait le reste du temps dans les cellules de jour. Dans la salle commune, oui. Ce genre de prison, j'en ai vu dans les pays du tiers-monde. C'est pour ça qu'on était pressé de quitter cet endroit et de construire une prison moderne. Paradoxalement, c'est grâce à Katrina que les détenus ont aujourd'hui de meilleures conditions de vie. L'ouragan avait dévasté l'ancienne prison. 10 ans et 85 millions de dollars plus tard, une maison d'arrêt ultramoderne est sortie de terre. Un complexe bourré d'électronique et de technologies de pointe entièrement dédié à la surveillance. Ici, c'est la salle de contrôle. On a plus de 800 caméras de surveillance braquées sur les moindres recoins de la prison. Direction la zone de détention, à l'autre bout d'un immense couloir. On arrive dans le hall central. Dans cette maison d'arrêt, un peu plus de 1200 détenus répartis sur 8 étages, qui attendent pour la plupart d'être jugés avant de partir en établissement de peine. À cette heure-ci, les détenus sont en cellule. Pour pénétrer dans un des quartiers où ils sont confinés, par groupe de 60, plus besoin de clé. Dans l'interphone, une voix électronique. Lieutenant Harris au contrôle central, veuillez ouvrir la porte 1A et 1B. Dans cette aile, il y a des cellules et une salle de jour, avec un très haut plafond. Et là, nous avons un petit centre de contrôle, d'où le surveillant commande les portes des cellules et même toute la tuyauterie. Donc, en cas de crise, on peut facilement isoler le problème. Mais pour les détenus, la nouvelle prison n'a peut-être pas que des avantages. Car à l'inconfort et l'insécurité de la vieille maison d'arrêt a succédé le sentiment d'être épié et contrôlé en permanence. Les crochets de ces étagères sont anti-suicides. C'est pour protéger les détenus. Non, en fait, on ne peut pas se pendre à ces crochets-là, à ces étagères. En fait, si on se pend à ces étagères, mais l'étagère se décroche, quoi. Donc ça, c'est la cour de promenade. C'est ça. Ce que vous entendez là, c'est l'autoroute. D'ici, on peut voir l'herbe. Pour les détenus, c'est important de pouvoir regarder l'extérieur. Mais on voit rien d'ici. On a une meilleure vue depuis les étages supérieurs. Contrairement à la France, les familles n'ont pas accès à la prison. Les visites se font dans un local situé à une centaine de mètres du bâtiment principal. Les détenus et leurs familles ne se touchent pas, ne se voient pas. Bienvenue dans le monde, parloir virtuel. C'est par contact vidéo seulement. Oui, seulement par vidéo. On ne voit jamais la personne en vrai. Il n'existe aucune possibilité de contact entre la famille et le détenu. Absolument aucune. Cette prison du futur est le navire amiral de la pénitentiaire de la Nouvelle-Orléans. Son capitaine est le shérif Marlin Guzman, membre du Parti démocrate. Guzman a la réputation d'être progressiste, mais lorsqu'il s'agit de critiquer, même légèrement, le système, il s'est resté très prudent. La Louisiane, c'est vrai, est peut-être un État qui incarcère beaucoup. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me contente d'obéir aux ordres. Vous vous en tenez aux ordres.
Oui. Vous n'avez pas d'opinion quant au fait de remplir au maximum votre prison? Selon moi, on ne devrait pas enfermer des gens qui n'ont rien à y faire. Ça, c'est votre avis. C'est pas l'avis général. Je pense que c'est en train de s'arranger. Je pense que ça change. Si vous regardez les chiffres, il y a moins de gens en prison aujourd'hui que 2 ou 3 ans en arrière. Et je trouve ça très positif. On m'a dit que beaucoup de prisons voulaient faire le plein de détenus pour obtenir plus d'argent. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux parler que pour moi. Ici, on dispose de 1444 lits, mais on n'a que 1250 détenus. Donc, si on voulait vraiment faire de l'argent... Oui, vous prendriez 200 détenus de plus, quoi. Oui, 200 de plus. Mais vous ne le faites pas. Non. Non, nous ne le faisons pas. En fait, nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de sécurité publique. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que d'autres prisons ne le font pas. Mais moi, je ne peux pas parler pour les autres. Le discours du shérif est peut-être encourageant, mais la révolution n'est pas encore à l'œuvre dans les prisons de la Nouvelle-Orléans, car le système considère toujours qu'un détenu est une source de profit. Quelques mois avant leur sortie définitive, les prisonniers bénéficient en général d'un régime de semi-liberté. Ils sont lâchés dans la ville pour travailler dans des entreprises, avant de regagner la prison le soir. Situé à 2 pas de la prison, ce restaurant accueille régulièrement une main-d'œuvre bon marché que lui fournit la maison d'arrêt. Donald Johnson travaille en cuisine depuis quelques mois. Un boulot qui lui permet de préparer son retour à la liberté. Je suis en train de préparer des crevettes et des beignets d'oignons. Donald est tombé pour possession de crack. Il n'avait jamais travaillé dans un restaurant. Ses collègues qui l'ont plutôt bien accueilli lui ont appris le métier. Voici Miss Vanessa. Et elle, c'est Miss Renalda. Comment allez-vous, Miss Renalda? Ça va. Et Mr. Cray, il m'a beaucoup aidé. Comment ça va, Mr. Cray? Lui, il vient de la même prison que moi. J'ai commencé comme lui. Comme chez nous, une partie du salaire des détenus sert à payer les frais de justice et à indemniser les victimes. Mais ici, la prison prélève aussi sa part du gâteau. Je travaille 8 heures par jour. Et vous gagnez combien de l'heure? Je gagne $3,50 de l'heure. Ils prennent quasiment 80% de notre revenu. Ils disent qu'ils ne prennent que 60%, mais en fait, ils nous embrouillent entre le brut et le net. Et donc, en vrai, ils nous piquent 80%. Nous, on gagne presque rien. Il y en a trop pour eux et pas assez pour nous. On travaille pour une poignée de dollars de l'heure. En gros, on devrait gagner entre 500 et 600 dollars chaque semaine. Mais on touche que 140 dollars. On travaille presque gratuitement pour eux. Tu vois? Moi, je trouve que c'est pas bien. En fait, on nous arrête, on nous met en prison et on nous fait travailler pour engraisser l'État. Tous les soirs après le travail, Donald regagne le centre McLaren, un dortoir qui dépend de la prison. C'est là qu'il passe le reste de ses journées avec ses codétenus, en attendant une libération définitive. Grâce à ce travail, j'ai eu une réduction de peine. J'apprends un métier, j'en vois le bout, je serai bientôt libre. Condamné en 2013 à 2 ans et demi de prison, Donald doit sortir dans quelques mois. Les candidats à la broyeuse carcérale, c'est dans les quartiers comme celui de Saint-Roch qu'on les trouve. Le taux d'homicide est ici 2 fois supérieur au reste de la ville.
Aujourd'hui, la mairie, soutenue par l'université, a décidé de mener une opération de communication pour réaffirmer sa volonté de lutter contre la criminalité. Knights Against Crime, les chevaliers contre le crime. Tout un programme. Cet événement auquel a été conviée la presse se résume à une grande kermesse, une belle fanfare, le gratin de la ville, tous les organes de sécurité et bien sûr, Monsieur le maire, au discours bien rodé. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette opération Chevalier contre le crime. Je veux remercier notre chef de la police et tous les chefs du département de police, les narcotiques, le FBI, les marshals. C'est toute une équipe qui assure notre sécurité. Mais la justice et la police ne peuvent pas tout régler. Vous pouvez nous aider à faire de la Nouvelle-Orléans une ville sûre. Mais tout le monde ne partage pas l'enthousiasme du maire. Ce groupe de militants en t-shirt orange, ce sont les Peacekeepers, des grands frères version Black Power. Plusieurs fois par semaine, Walter Umrami arpente le quartier. Avec son groupe, il distribue des tracts et propose son aide pour résoudre les conflits et remettre les jeunes dans le droit chemin. La plupart des gamins ne connaissent pas ça. Mais les Peacekeepers ne veulent pas prendre part à la kermesse. Vous voyez le flic là-bas qui joue au ballon avec un gamin? Il a l'air d'un brave type qui joue au football avec un gosse. C'est beau, n'est-ce pas? Mais ça devrait être tout le temps. Nous devrions avoir des policiers de proximité qui restent dans le quartier, des flics qui établiraient des relations avec les habitants. Nous, on se bat pour quelque chose de plus important que ce que fait le maire, de plus important que ce que fait la police. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est un show, un truc politique. Ça fera tout juste un bel article dans le journal. Notre Père, nous sommes venus aujourd'hui au nom de Jésus pour que tu bénisses notre communauté. Bénis notre maire, notre conseil municipal, nos officiels élus. Nous condamnons le crime. Jésus a dit, aucune arme tournée contre nous ne pourra vaincre. Merci Dieu. Amen. Frappez dans vos mains maintenant, s'il vous plaît, en signe de victoire. Des deux côtés de la rue, deux visions irréconciliables. Pour les uns, le salut viendra de Dieu et de la police. Pour les autres, ce sont les militants dans la rue qui transformeront le système. Partagez ça avec vos fils. Il y a de vraies opportunités pour eux. La plupart des gamins dans les quartiers difficiles ne connaissent pas ces bourses à l'emploi. J'apprécie votre geste parce que je ferai tout pour mon fils. Mon mari a été assassiné 2 semaines avant Katrina. Mon fils a 16 ans. Je veux absolument qu'il reste motivé. Merci beaucoup. Mon numéro personnel est derrière. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Je le ferai. Merci beaucoup. Un seul vrai bénévole en fait plus qu'une armée de fonctionnaires de la ville ou du gouvernement. Je ne suis pas contre la police. Mais notre communauté, et surtout les jeunes qui sont dans la rue, ils ont une relation compliquée avec la police. Ils ne lui font pas confiance. Chez les Noirs s'est installé un mélange de défiance et de peur. Car ici, on peut perdre la vie simplement parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau. Parmi les affaires les plus retentissantes, celle du pont de Danziger, qui a marqué durablement les esprits. Tout commence le 29 août 2005 au matin, lorsque Katrina, le 6e ouragan le plus puissant jamais enregistré au monde, s'abat sur la Nouvelle-Orléans. Les digues sautent. Des quartiers entiers, parmi lesquels beaucoup de quartiers pauvres, sont engloutis. Il y aura 1836 morts et 140 000 sinistrés. Dans les jours qui suivent, le chaos s'empare de la ville. Des dizaines de milliers de naufragés sont livrés à eux-mêmes. C'était 5 jours après la tempête. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture.
Toutes les conditions étaient réunies pour que les gens les plus vils puissent commettre les pires vilainies. Pendant plusieurs jours, les services de la ville sont dépassés, y compris la police. Le 4 septembre 2005, 2 familles de la communauté noire, les Bartholomew et les Madison, empruntent le pont Danziger. Donc, on est sur le pont où tout est arrivé. Ils traversaient le pont en direction d'un supermarché. Ils espéraient y trouver de la nourriture. Quelqu'un a appelé la police pour dire que des gens tiraient sur des policiers. Pris de panique, la police a débarqué à toute vitesse dans un camion de location. Ah, c'était pas un véhicule de police? Non, c'était un camion normal. Les policiers ont bondi hors du camion. Un agent avait une Kalachnikov, un autre avait un fusil à pompe. Ils n'avaient aucune preuve, ils n'avaient pas été provoqués, mais ils ont tiré sur les gens qui étaient sur le pont. Ils n'ont fait aucune sommation. Rien, ils les ont juste massacrés. 5 membres de la famille Bartholomew sont grièvement blessés. James Brissett, 17 ans, ami de la famille, est tué sur le coup. Ronald Madison, handicapé mental, essaye de s'enfuir, il est abattu à son tour. L'homme qu'ils ont tué, Ronald Madison, ils lui ont tiré dans le dos avec un fusil à pompe. Au cours d'un premier procès, les 4 policiers qui ont ouvert le feu sur le pont de Danziger sont condamnés à des peines légères. Les Peacekeepers, l'organisation à laquelle j'appartiens, n'a qu'un seul but, en finir avec la violence dans les quartiers. Le plus souvent, ce sont des Noirs qui tuent des Noirs. Mais comment voulez-vous que j'explique à ces jeunes, gangrénés par la violence, que leur vie vaut quelque chose? Comment je peux leur prêcher ça, alors que la police peut leur tirer dessus en toute impunité? Eux, ils voient ça, et ils se disent « Ma vie ne vaut rien ». En 2011 a lieu le procès en appel du pont de Danziger. Cette fois, il est démontré que les 4 policiers ont tenté de dissimuler des indices et des preuves. Ils sont condamnés à des peines comprises entre 38 et 65 ans de prison. Pour avoir falsifié son rapport, l'inspecteur qui a mené l'enquête écope d'une peine de 6 ans. Mais en 2015, la condamnation est cassée. Il y aura donc un 3e procès. Ces mêmes policiers auront bientôt droit à un nouveau procès. C'est la preuve que d'une façon ou d'une autre, on veut leur acquittement. Donc le message est toujours le même. Vous avez le droit de tuer un homme ou une femme noire. Les Peacekeepers considèrent que l'abolition de l'esclavage et la lutte pour les droits civiques des années 60 n'ont rien changé. Les pouvoirs en place, je veux dire le pouvoir blanc, n'acceptera jamais d'accorder l'égalité à ses anciens esclaves. Jamais. L'affaire du pont de Danziger n'est pas un cas isolé. Toujours pendant Katrina, un peu plus au sud dans le quartier d'Algiers, la police a abattu un autre noir, sans raison. J'ai rendez-vous avec son beau-frère. Bonjour, vous êtes Bernard? Oui, je suis Bernard Calloway. Comment ça va? Je suis Christophe. Bernard Calloway a vu sa vie basculer le 2 septembre 2005, lorsque lui et son beau-frère ont été pris sous le feu d'un tireur invisible, qui plus tard s'avérera être un policier. Vous avez tout perdu avec l'ouragan? Ouais, j'ai tout perdu. Et votre beau-frère a perdu sa maison? Sa maison et sa vie. Henry Glover était un homme de 31 ans. Il vivait avec sa mère, son frère et sa sœur. 3 jours après Katrina, il s'apprêtait à évacuer la ville. Il était allé avec son beau-frère récupérer des affaires. Il n'est jamais revenu. Bernard est resté traumatisé, à jamais. Depuis, je suis très angoissé, j'ai peur. Cette affaire, ça m'a donné des troubles de stress post-traumatique. Je suis devenu dépressif. Ça fait 10 ans que ça dure maintenant. Je vis complètement reclus. Et ça me fait souffrir parce que je suis seul. Je suis tout seul. Juste moi et mon chien.
10 ans plus tard, Bernard vit sous médicaments. Il ne sort jamais de chez lui. Alors Bernard, c'est l'endroit où vous vivez? Oui, c'est là que je passe tout mon temps. C'est votre chambre? Oui, toute ma vie est là. Depuis qu'il a assisté à la mort de son beau-frère, il vit terré dans ce 2 pièces, tétanisé par les menaces de mort qu'il a reçues de la police. Ah, vous avez un chien? C'est un joli chien. Avec lui, vous ne devez pas avoir de problème, hein? Non, elle tient les étrangers à distance. Elle leur fait peur. Oui, il y a des camés qui viennent là derrière, ou des alcooliques. Elle n'est pas méchante, mais elle leur fait peur. Oui, je comprends. Elle fait aussi peur aux flics, je suppose. Ah oui, spécialement les flics. Elle non plus, elle n'aime pas les flics, hein? Bernard accepte de nous conduire en compagnie de son avocate sur les lieux où tout a basculé. Quand les digues ont cédé, c'est la société entière qui a cédé. Il n'y avait plus d'eau potable, plus de nourriture. Il y avait des cadavres qui jonchaient les rues. C'était un chaos total. Moi, j'avais l'impression que c'était la fin du monde qui s'abattait sur ma ville. C'était complètement dingue. On aurait dit The Walking Dead. La police patrouillait pour tuer ceux qui ressemblaient à des zombies. Mais ça n'était pas des zombies. C'était des vrais gens qui cherchaient de l'aide et il n'y avait personne pour les aider. Ici, c'est l'endroit où ça s'est passé. Ouais, c'est là. Ce jour-là, Bernard avait décidé d'accompagner Henry Glover avec un petit camion pour récupérer quelques affaires qu'ils avaient disposées sur le trottoir. On a amené le camion jusqu'ici, il a mis la marche arrière et il a reculé, comme ça. Je crois que c'est à peu près là qu'il s'est arrêté. Je suis descendu, comme ça, et le panier qu'on devait charger était là. Je me suis penché pour attraper le panier, et j'ai entendu « Dégagez !» J'ai regardé, et j'ai vu qu'Henry était touché, et il courait vers là-bas. J'ai couru après lui, et je l'ai rattrapé juste là-bas. Imaginons que je suis Henry. Et je regardais vers l'endroit d'où venait le tir parce que je ne comprenais toujours pas. Alors il est tombé ici. Il était encore vivant? Oui, il était vivant. Et vous pouviez voir où il avait été blessé? Il était touché à la poitrine. Il a fait comme ça et il est tombé. Les derniers mots qu'il m'a dit, c'est « Dis à ma mère que je l'aime ». Ça va? Il ne méritait pas de perdre la vie comme ça. Quelle saloperie! J'ai rien vu. Le temps de me retourner, c'était fini. Donc il était quelque part là-haut? Oui, il était quelque part à l'étage. Il n'a pas fait de sommation? Non, il était à l'affût. Il chassait. Avec son arme personnelle? Oui, son arme de service n'était pas assez précise. Alors il est allé chercher chez lui un fusil de tireur d'élite. Et c'est avec ça qu'il a tué Glover. Donc il était quelque part par là, mais vous n'avez jamais pu le voir? Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais su à quoi il ressemblait, jusqu'au jour du procès. Le sniper, le voici. David Warren, un policier que la ville venait de recruter. Après l'ouragan, son unité avait réquisitionné une école pour y installer un poste de secours. Et c'est justement là que Bernard Calloway, aidé par son voisin, décide de transporter son beau-frère agonisant pour tenter de le sauver.
Donc c'est l'école en question? Et vous êtes arrivé de ce côté, Bernard? Oui. Dès qu'on est arrivé, ils nous ont braqués avec leurs armes. Et on s'est allongé par terre. On essayait de leur dire qu'il y avait eu un meurtre, mais on devait obtempérer. Donc on a obéi, et ils nous ont mis les menottes. Attendez une seconde, ils ne vous ont rien demandé? Non. Ils vous ont tout de suite menotté. Et qu'avez-vous dit quand vous êtes sorti de l'auto? On appelait à l'aide, c'est tout. Mais pourquoi j'ai mérité ça? J'essayais juste de sauver mon beau-frère. Personne ne s'en occupait. Personne, ils s'en foutaient. Et pendant ce temps-là, Henri était toujours dans la voiture? Non, il l'avait déjà emmené. Il l'avait mis dans une autre voiture et je ne l'ai plus jamais revu. Un peu plus tard, on retrouvera la Chevrolet Malibu à bord de laquelle Henry Glover a été évacué par la police. Le véhicule a été incendié, avec à son bord un corps décapité, celui d'Henry Glover. Ils ont séparé sa tête de son corps et ils l'ont brûlé. Mais pourquoi diable? Et on n'a jamais retrouvé sa tête. Et vous avez demandé à des avocats de mener l'enquête? J'ai contacté des tas d'avocats dans le coin, mais personne n'a voulu nous aider. Condamné à 25 ans de prison, Warren fait appel. Rejugé en 2013, il est acquitté. Quand il a été libéré, il a été libéré et la première chose qu'il a dite devant les journalistes, c'est que s'il fallait le refaire, il le referait. Il n'a aucun remords. Ce type ne se sent même pas coupable. Il a simplement dit ça aux journalistes avec un grand sourire. Selon lui, il a fait son boulot. Mais son boulot, c'était pas d'aller chez lui chercher cette arme de guerre et de tuer mon beau-frère. C'est ça qui est pas juste. Tu me manques, mec. Désolé, j'ai pas pu te sauver. Bernard et son avocate sont convaincus que les policiers de l'école ont tout fait pour couvrir Warren et qu'ils ont fait disparaître la tête de la victime pour qu'on ne puisse jamais l'identifier. Warren a senti qu'il pouvait faire ce dont il avait toujours rêvé, se débarrasser de ceux qui, à ses yeux, ne respectaient pas le système. Et Katrina lui en a donné l'occasion, quoi. Exactement. C'était un chasseur expérimenté. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre Henry Glover et un gibier. Des affaires à caractère racial qui ne seront jamais soldées par une décision de justice équitable, l'histoire de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane en regorge. Un relent d'une époque pas si lointaine où les Noirs luttaient encore pour l'égalité des droits civiques. À l'université de Bâton Rouge, un homme s'est fait une spécialité de ces affaires non résolues. James Shelledy est professeur de journalisme. Et avec quelques étudiants, il a constitué une équipe pour travailler sur des cold cases, des affaires survenues dans les années 50 et 60 et que le FBI n'a pas réussi à résoudre. Les gens du Sud se divisent en deux catégories. Ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de cette époque et ceux qui, à mon avis, veulent en savoir plus, qui ne veulent pas oublier. Un peu comme les gens qui cherchent à comprendre l'Holocauste. Des affaires sordides dans lesquelles plane souvent l'ombre du Ku Klux Klan. Ça, ce sont des gens du Ku Klux Klan à l'époque. On en a identifié quelques-uns. Dans les années 20, le Ku Klux Klan a compté jusqu'à 5 millions de membres. Cette organisation raciste d'extrême droite était présente partout dans le Sud. Plus tard, dans les années 60, quand les Noirs ont commencé à se battre pour leurs droits civiques, la tension est devenue maximum, y compris dans les campagnes de Louisiane, où vivait un certain Frank Morris. Frank Morris était un gars dont l'entreprise marchait bien. Il était installé à Faraday et il avait une cordonnerie.
Il avait 3 fois mieux réussi dans la vie que la plupart de ces types du clan. C'étaient plutôt des ratés qui avaient des petites vies minables. Ils étaient jaloux. Oui. Et donc Frank le cordonnier avait des mauvaises relations avec le shérif du coin, un certain Frank DeLauter. C'était un gros type, le genre qui aurait réussi à Hollywood dans un casting où l'on aurait cherché une caricature de gros redneck. Ce gars était corrompu et c'était aussi un membre du clan. Un jour, le shérif est allé voir Frank avec une paire de bottes de cow-boy et il lui a demandé de les réparer. Mais il a exigé que ce soit fait gratuitement. Le cordonnier avait déjà cédé 1 ou 2 fois, mais cette fois-là, il a refusé. Il en avait assez et il lui a dit de payer, comme tout le monde. Alors une nuit, il a entendu du bruit et il a senti une odeur d'essence. Il est tombé sur 2 gars armés de revolvers qui lui ont ordonné de rentrer dans la boutique. Puis ils ont mis le feu à la maison avec Frank Morris dedans. Ses vêtements se sont enflammés et la seule partie de son corps qui n'a pas brûlé, c'est la plante de ses pieds. Il n'y a pas eu d'enquête après? Non. Plus tard, le FBI a fait une enquête, mais pas la police locale. Ça, c'est sur Frank Morris. Il y a aussi d'autres infos sur le clan de l'époque. En 2007, le Congrès américain vote la réouverture d'une centaine d'enquêtes non résolues liées à des violences raciales. Depuis 2010, date à laquelle il a créé le projet Cold Case, James Shelledy travaille avec une trentaine d'étudiants autorisés à accéder aux rapports du FBI. À ce jour, le projet Cold Case a aidé à résoudre une douzaine d'affaires. C'est votre équipe? Oui, c'est une petite équipe pour un petit bureau. L'équipe a affiché au mur cette lettre. C'est un appel au secours adressé au chef du FBI de l'époque, Edgar Hoover, par la communauté noire de Ferryday après l'affaire Frank Morris. Régulièrement, la petite équipe sillonne la région pour rencontrer des témoins susceptibles de relancer ou, en l'occurrence aujourd'hui, de compléter une enquête. On en est où avec le clan aujourd'hui? Il est toujours présent dans la région? Individuellement, il y a des gens qui revendiquent leur appartenance au clan. Mais ce sont des amateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas haineux, mais ils sont peu nombreux. Aujourd'hui, ils sont tout juste capables de continuer à effrayer les gens qui ont connu l'époque dont nous parlons. Ce garage, situé à quelques kilomètres de Ferryday, est la propriété de Robert Matthews. Dans les années 60, Matthews était un militant de la cause noire. Il a bien connu la victime, Frank Morris. L'équipe du projet Cold Case est venue enregistrer son témoignage. Il cherche des pistes qui auraient pu être négligées, volontairement ou non, par les enquêteurs de l'époque. Parlez-moi de Frank Morris et de ce qui s'est réellement passé. Eh bien, Frank et le shérif se sont embrouillés pour une histoire de bottes. Donc le shérif est bien entré dans la boutique. Oui, tout le monde sait ça. Ils s'étaient disputés pour une histoire de bottes de cow-boy, et le shérif avait menacé de se venger. Vous pouvez me dire qui a rendu visite à Frank cette nuit-là? Un de mes amis qui habitait en face a dit qu'il avait vu le shérif qui essayait de le faire sortir. Mais c'est le shérif qui l'a tué. Le shérif? Et qui d'autre? Je ne me souviens que du shérif, pas de l'autre. C'est grâce à ce travail de fourmi que le projet Cold Case a retrouvé en 2012 la trace de cet homme, Leonard Spencer, l'un des bourreaux de Frank Morris. À droite, Stanley Nelson, un journaliste du Concordia Sentinel, un journal régional. En s'appuyant sur les travaux du projet Cold Case, il a fait ressurgir le cas Frank Morris dans les colonnes de son journal. L'enquête a fait tellement de bruit
que son auteur a été classé 3e dans la course au Pulitzer. Dans son article, 3 témoins confirment la participation de Spencer au meurtre de Frank Morris avec une équipe du Ku Klux Klan. Les assassins auraient aspergé Morris d'essence avant de l'enflammer et de lui crier « Cours, sale nègre, cours !» Une telle révélation, plus de 50 ans après les faits, montre que l'on peut encore agir. C'est notre dernière chance de résoudre ces affaires et de trouver toutes les infos que nous pouvons. Car les témoins et les suspects sont en train de disparaître. Le pays a encore une petite chance de faire la lumière sur ces meurtres. Nous pourrons écrire une histoire précise, car jusqu'à présent, cette histoire n'a pas été écrite. Mais l'idée, c'est d'inculper quelqu'un. C'est d'attraper les responsables, de les juger, de les mettre en prison. Il est beaucoup plus satisfaisant d'arriver à faire le deuil de ces histoires que de mettre quelqu'un en prison. Je sais que récemment, un type a été mis en prison. Il est mort quelque temps après. Quand il s'agit d'un vieil homme comme ça n'apporte pas grand-chose de le mettre en prison. Moi, je pense que faire le deuil, c'est plus important. Moi, je n'ai aucun souci à mettre un vieux de 150 ans en prison. S'il est coupable... Âgé de 71 ans lorsqu'on a retrouvé sa trace, Spencer n'aura pas eu le temps de connaître l'infamie d'une condamnation. Il est mort avant. En 2013, le FBI a définitivement refermé le dossier Frank Morris. Il est temps pour moi de quitter les berges du Mississippi et cette Louisiane dont l'histoire n'a rien d'un fleuve tranquille. À l'aube des années 2000, la Nouvelle-Orléans semblait enfin capable de tourner le dos à son destin. Mais l'ouragan Katrina a ruiné les efforts de ceux qui veillaient sur la cité. La ville a replongé dans la nuit du crime. Elle reste sans doute pour longtemps encore l'une des plus sulfureuses des États-Unis.